Madame la ministre déléguée chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations, chère Aurore Berger. Madame la présidente de la délégation aux droits des femmes, chère Véronique Rioton, mesdames et messieurs les membres du bureau, mesdames et messieurs les parlementaires, mesdames les vice-présidentes, messieurs les vice-présidents, madame la première questeur, madame la secrétaire, mesdames et messieurs les membres des familles de Mathilde Gabriel Péry, Germaine Perrol et Germaine Poinceau-Chapuis. Chère Catherine Fro, mesdames et messieurs, les murs de cet hémicycle se souviennent. Ils se souviennent de cette première séance de l'Assemblée constituante il y a 80 ans, lorsqu'à 15 heures, le président d'âge, Paul Cutoli, prend place au perchoir et prononce ces mots. Permettez-moi aujourd'hui de saluer l'Assemblée sans doute la plus hautement représentative de la communauté française qui ait jamais existé, puisque les femmes françaises y sont justement représentées. Mais qu'il fut tortueux et sinueux, ce chemin vers l'égalité. Notre histoire est en effet pétrie de ce paradoxe. Si la France fut à l'avant-garde des droits de la femme, avec Olympe de Gouges et sa célèbre déclaration des droits de la femme et de la citoyenne en 1791, il fallut attendre l'ordonnance du 21 avril 1944 pour que le suffrage féminin soit enfin instauré. 10 ans après la Turquie, 26 ans après le Royaume-Uni. Alors pourquoi ce retard ? Ce ne fut certes pas du fait de l'Assemblée nationale. 6 fois, entre 1919 et 1936, la Chambre vota pour le suffrage féminin à une très large majorité, voire à l'unanimité. Mais 6 fois, elle se heurta au Sénat. Écoutons ainsi ce sénateur radical, Alexandre Bayrard, justifiant son vote en 1919. « Plus que manier le bulletin de vote, assura-t-il, les mains de femmes sont faites pour être baisées. » La féministe Louise Weiss y répliquera avec une ironie mordante, en offrant aux sénateurs des chaussettes brodées de ce message « Même si vous nous donnez le droit de vote, vos chaussettes seront raccommodées. » Il faudra donc la résistance, il faudra le sang versé pour que l'évidence s'impose. En avril et mai 1945, les femmes votent pour la première fois au municipal. Près de 12 000 d'entre elles sont élues conseillères municipales, près de 3% au total. Le 21 octobre 1945, elles votent ensuite pour la première fois à des élections nationales pour élire la nouvelle Assemblée constituante. 310 femmes sont candidates, 33 sont élues, 33 premières, 33 pionnières. Elles sont ouvrières, avocates, enseignantes, employées, infirmières. La benjamine, Denise Bastide, a 29 ans. La plus âgée, Marie Texier-Lahoule, 56. Elles viennent du Gard pour Gilberte Roca, de la Guadeloupe pour Eugénie Eboué. Elles sont 17 communistes, 6 socialistes, 9 du mouvement républicain populaire et 1 du Parti républicain de la liberté. Au-delà de leur clivage, un point commun les unit, forgé dans le fer et le feu, la résistance. Sur les 33 élus, 27 combattirent dans l'armée des ombres, 8 furent déportés. C'est à leur vaillance, à leur intrépidité que notre exposition « Résistance et combattante » rend un hommage vibrant et nécessaire. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, parmi ces 33 pionnières, nous en aurons 3. 3 résistantes, 3 vice-présidentes de l'Assemblée nationale. Je commencerai par Mathilde Gabriel Péry. Son histoire est celle de la plus absolue des résiliences. Fille d'ouvriers agricoles, ouvrière elle-même, militante communiste,
Elle apparaît forcément suspecte aux yeux des autorités françaises, en pleine débâcle, à l'heure où la France réclame des boucs émissaires. C'est donc derrière les barbelés du camp de Rieucros, en Lozère, qu'elle apprend le 15 décembre 1941 l'insoutenable. Son époux, le héros communiste de la résistance, Gabriel Péry, a été fusillé par les nazis au Mont-Valérien. Cependant, d'une force d'âme incroyable, et malgré la maladie, elle s'échappe pour gagner le maquis du Vercors. À la Libération, membre de l'Assemblée consultative provisoire, puis élue le 21 octobre 1945 à l'Assemblée constituante, elle devient la voix des sans-voix, famille de fusillés, veuves, orphelins. Elle dépose pour eux près de 25 textes de loi. Cette fille du peuple sut se faire un prénom à l'Assemblée nationale. Elle en gravit les échelons jusqu'à la vice-présidence, où elle fut élue en 1950 et réélue en 1951. Elle présida 59 séances dans cet hémicycle. Et c'est elle que le général de Gaulle choisit pour prononcer un des 4 discours de la victoire en mai 1945. Ce jour, elle proclame l'avènement d'une femme nouvelle. Ce texte historique et magnifique, nous allons l'entendre tout à l'heure, porté par la voix de Catherine Frot, que je me remercie chaleureusement. Mathilde Gabriel Péry s'éteignit le 16 décembre 1981, très exactement 40 ans et 1 jour après le martyre de Gabriel Péry. Alors, cher André Torigna, vous qui êtes la petite fille de Mathilde Gabriel Péry, je sais, la petite nièce, excusez-moi, je sais combien ce destin familial vous tient à cœur. En juillet 2024, en ouverture de cette 17e législature, l'ordre alphabétique vous plaça sur le siège de Gabriel Péry. Aujourd'hui, vous êtes juste à côté de celui de Mathilde. Ce n'est plus un hasard, c'est un hommage. En ce 21 octobre, Mathilde et Gabriel Péry se retrouvent désormais réunis par-delà la mort, consacrés par ces 2 plaques honorant ce couple posthume de la République. Mesdames et messieurs, la 2e femme que nous honorons est Germaine Peyrolle. Née dans une famille de Dreyfusardes, elle avait l'habitude d'être une pionnière, car elle fut l'une des toutes premières femmes à s'inscrire au barreau de Paris. Avocate de conviction, défenseur de l'état de droit, c'est sans hésiter qu'elle rejoint la résistance. Elle mène des actions de sabotage et créa un réseau d'évasion pour les aviateurs alliés, hébergeant un officier du Special Operations Executive britannique. Quand son mari, Georges, lui aussi féministe, avocat et résistant, est arrêté, elle se rend au siège de la Gestapo et, par sa seule audace, convainc un officier SS de son innocence. Auréolée de gloire et décorée de la médaille de la Résistance, elle poursuit, après la guerre, son engagement au centre droit. Élue députée MRP de Seine-et-Oise, elle fut aussi élue vice-présidente de l'Assemblée nationale à 4 reprises, en 1946, 1947, 1948 et 1951. Première femme vice-présidente de l'Assemblée nationale sous la 4e République et la 2e de notre histoire parlementaire après Madeleine Braun, elle présida pas moins de 111 séances et elle devint vite célèbre pour ses rappels à l'ordre, fermes et autoritaires, à l'encontre de députés indisciplinés. Son fils, l'écrivain Gilles Perrault, a raconté la condescendance de ces hommes et de leurs petits sourires en coin. Certains allaient jusqu'à lui lancer « Les femmes, pas vous, Germaine, bien sûr, mais dans les campagnes, elles sont dans la main du curé. » Mais Germaine Peyrolle n'était pas une femme à se laisser intimider. Défenseur de la liberté du travail face à ses adversaires communistes, elle porta aussi une haute vision de l'intégrité parlementaire et proposa avec d'autres de remédier aux failles de la 4e République en supprimant la double investiture. N'oubliant jamais où les affres du nationalisme avaient plongé l'Europe, elle fut enfin une fervente partisane du fédéralisme. Elle prit ainsi la parole au Grand Congrès de l'Europe à La Haye en 1948, sous la présidence de Winston Churchill, et lança cet avertissement en 1951. Il y a un choix à faire.
ou bien un monde concentrationnaire dont Moscou est le cerveau et le moteur, ou bien un monde libre qui n'est uni que par la notion d'un péril commun. Pour ne pas avoir à faire l'enjeu de cette option, il faut faire l'Europe. C'est une nécessité vitale. Pionnière, Germaine Perroll savait donc également être visionnaire. Mesdames et messieurs, nous honorons enfin Germaine Poinceau-Chapuis, enfant surdouée, major de sa promotion à la faculté de droit. Elle s'inscrit au barreau de Marseille en 1921. Elles ne sont alors que 3 avocates face à 200 hommes. Et quelle émotion de voir, chère Marie-Dominique Poinceau-Pourtal, que vous êtes aujourd'hui, un siècle après, la bâtonnière du barreau de Marseille. Dans la cité phocéenne, votre grand-mère, vite surnommée l'as du barreau, se fait l'avocate de tous, mais en particulier des femmes, en étant toujours guidée par cette devise « Sœur pour le meilleur ». La naissance de son fils, Maurice, atteint d'un handicap et à qui nous pensons, fera d'elle une avocate infatigable des enfants, et en particulier des plus vulnérables. Puis vient la guerre, l'étrange défaite, l'armistice. Pour Germaine Poinceau-Chapuis, nulle hésitation. Aucun d'entre nous en famille, disait-elle, n'avait pu accepter les discours sinistres de Pétain. Sa fiche de police vichiste mentionnera qu'elle pense mal, et depuis longtemps. Elle cache des juifs, s'occupe d'orphelins, planifie l'évasion de résistants. Elle vole même le tampon d'un juge pour fabriquer de fausses ordonnances de non-lieu. Son héroïsme lui valut à la fois la médaille de la résistance et la reconnaissance des Marseillais qui l'élurent en mai 1945 au conseil municipal, puis la portèrent à la députation. À l'Assemblée, membre de la commission de la justice, puis de la famille et de la santé publique, elle s'investit contre le fléau de l'alcoolisme et pour améliorer la santé des enfants. C'est aussi en cette année 1945, si symbolique, qu'elle vous donne naissance, cher Jean-Marie Poinceau. En 1947, l'histoire frappe à la porte de votre mère. Réveillée à 1h du matin par le président du Conseil, Robert Schuman, elle apprend sa nomination comme ministre de la Santé et de la Population. Et sa première réaction, ensommeillée, entre dans les annales. La belle affaire, ce n'était pas la peine de me réveiller pour ça. Puis elle réalise qu'elle devient la première femme ministre de plein exercice de l'histoire de France, la seule avant Simone Veil. Au ministère, tirant profit de son intelligence et de sa force inouïe de travail, elle sera surnommée la patronne. Elle dépose 13 projets de loi sur la vaccination obligatoire, le statut des infirmiers ou la protection de l'enfance. Et elle affronte tous les fléaux, sous-alimentation, mortalité infantile, pauvreté, notamment des femmes, alcoolisme. Ce dernier point lui vaudra d'ailleurs la haine tenace d'un autre Marseillais, un certain Paul Ricard. Dans cette salle des séances, sa prestance et son caractère impressionnent. Le président du Conseil, Paul Ramadier, lui lance même un jour « Madame, vous êtes le seul homme de cette assemblée ». Elle fut pourtant sacrifiée par son propre parti, qui publia au printemps 1948, sans la prévenir, un décret qui portait son nom et qui promouvait l'école libre. Abasourdie et la mort dans l'âme, elle quitte le gouvernement, mais pas l'Assemblée nationale. Car comme vice-présidente, en 1949 et 1950, elle poursuit une activité parlementaire soutenue. Elle préside 68 séances, dépose pas moins de 37 propositions de loi sur la protection de l'enfance et la santé publique. Alors, mesdames et messieurs, en 1945, elles étaient 33. En 1958, elles n'étaient plus que 8. En 1993, elle n'était encore que 35. Cela nous prouve que l'égalité n'est pas un long fleuve tranquille. Elle subit de violents refus et de ressacs. L'actualité nous le démontre chaque jour, avec ces terribles régressions, notamment aux États-Unis, en Iran, en Afghanistan. Et en France, à l'Assemblée nationale, sommes-nous vraiment et totalement exemplaires ? Certes,
d'immenses avancées ont pu être obtenues en 30 ans. Mais la parité est encore loin d'être une réalité aujourd'hui, puisque 208 femmes élues députées en 2024, le taux de féminisation plafonne ainsi à 36%, presque 2 hommes pour une femme. Alors dès lors, il nous faut continuer à agir, sans relâche, pour que la parité ne soit plus une exigence, mais devienne une évidence. Et pour cela, il faut, comme nous le faisons aujourd'hui, rendre visibles les femmes, inscrire leur nom dans la pierre. C'est un acte éminemment politique. C'est offrir aux jeunes filles des rôles modèles dont la science sociale a montré toute l'utilité. Et c'est pourquoi Simone Veil a enfin son buste dans nos jardins et Olympe de Gouges un bâtiment à son nom. Et c'est pourquoi nous avons inauguré, il y a 1 an de cela, les 10 statues de femmes en or dans la cour d'honneur de l'Assemblée nationale. Et c'est pourquoi aujourd'hui, 80 ans, jour pour jour après leur élection, 3 nouvelles plaques sont apposées en l'honneur de Germaine Poinceau-Chapuis, Germaine Perrol et Mathilde Gabriel-Péri. En 3 ans, nous aurons ainsi plus que doublé le nombre de plaques honorant des femmes, après celle apposée en l'honneur de Rachel Lempereur, Marie-Madeleine Dienesch, Marie-Claude Vaillant-Couturier et Madeleine Braun. Afin que les filles qui visitent cet hémicycle, en voyant ces noms, se disent « Oui, c'est possible, elles l'ont fait, je le ferai aussi ». Mesdames et messieurs, ce combat pour la parité et pour l'égalité, 80 ans après, nous devons continuer à le mener, et notamment dans nos territoires, alors que seulement 2 maires sur 10 sont des femmes. Et c'est pour cela que le Parlement a voté cette année pour instaurer le scrutin de listes paritaires aux élections municipales dans les communes de moins de 1000 habitants, soit 25 000 communes de France. Car oui, cette lutte est une lutte politique, mais c'est aussi une lutte économique. Dans 3 jours, nous célébrerons justement un autre anniversaire, les 50 ans de la grève générale des femmes en Islande, qui arracha l'adoption de lois fondatrices pour l'égalité, notamment salariale. Ce combat, nous le menons aussi en France, avec par exemple la loi Rixain, qui impose 40% de femmes au poste de direction dans les grandes entreprises d'ici 2030. Et en la matière, nous avons encore beaucoup de retard, car seules 4 entreprises du CAC 40 sont dirigées par des femmes. 4 sur 40. Alors voilà pourquoi ce 21 octobre doit résonner, non seulement comme un appel à nous souvenir, mais aussi comme un appel à agir, à s'engager, à se présenter aux élections. Mesdames et messieurs, je vais laisser le dernier mot à l'une de ces 33 pionnières, Germaine Perrol, qui s'exprima depuis cet hémicycle sur le vote des femmes en ces termes. Il arrive bien souvent dans l'histoire des peuples un moment auquel le recul du temps donnera l'importance d'un événement décisif. J'ai la conviction que c'est un de ces moments-là que nous sommes en train de vivre. Ce moment, 80 ans après, c'est le nôtre. Continuons à nous en saisir pour nous souvenir et pour agir. Je vous remercie.